Doamnelor și domnilor, podcast Spandugino, ediție specială, o mică, mare și problematizantă carte, Occidentul debusolat, la editura Spandugino, Jean-Luc Bonamy, o carte care apare în colecția Perpetuă, în traducerea exemplară și cu o prefață admirabilă, ambele semnate de Teodor Baconski. Suntem privilegiați să fim astăzi în legătură directă, nemijlocită cu Jean-Luc Bonamy. Thank you very much for having you here. Thank you very much for this book. Welcome to Spandugino's podcast, Mr. Bonamy. My first question is this one: why is the West without a compass, without a moral compass? How did it get that way? Alors, tout d'abord, je vais commencer par un bref remerciement. Je suis très content et très honoré non seulement d'être interviewé par vous aujourd'hui, mais plus largement, je tiens à remercier mes traducteurs et mes éditeurs roumains. Alors, juste une parenthèse, au début j'ai été très, et après je répondrai à votre question, au début j'ai été très surpris d'apprendre que j'étais traduit et édité en Roumanie. Alors la Roumanie est un pays pour lequel j'ai une grande sympathie, mais a priori les problématiques que j'évoque dans mon livre concernent peu la Roumanie, c'est-à-dire que en Roumanie il me semble que il y a peu d'immigration extra-européenne, en tout cas beaucoup moins qu'en France. Vous savez qu'en France, actuellement, chaque année, à peu près 20% des nouveau-nés, à peu près 20% des enfants qui naissent ont un prénom qui les rattache à l'islam et au monde musulman. Ce n'est absolument pas le cas en Roumanie. Et donc, les problématiques d'immigration, d'islam, de discours antiracistes sont infiniment moins présents en Roumanie. Donc j'ai été un peu surpris que mon livre qui porte sur ces problématiques soit traduit et édité en Roumanie. Mais en y réfléchissant un peu, j'ai compris, ou je me suis souvenu que pour un pays d'Europe centrale et orientale, et pour la Roumanie en particulier, la question identitaire était une question extrêmement importante. Le risque d'anéantissement ou de disparition du pays est un risque que vous avez expérimenté historiquement. Vous avez connu d'une part l'occupation turque ottomane, d'autre part la présence austro-hongroise avant de pouvoir enfin constituer un pays pleinement unifié et indépendant, puis il y a eu la période communiste. Donc, je comprends en effet qu'une réflexion sur les problématiques identitaires puisse susciter l'intérêt en Roumanie. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'Occident déboussolé » et ce qui m'a intéressé de voir, c'est que l'Occident, en effet, avait perdu ses repères, perdu sa boussole, à mon avis, d'abord et avant tout parce qu'il est victime de ses succès. Ces succès qui, comme bien souvent, comme dans tous les processus d'ascension puis de décadence, ce sont ces succès qui, aujourd'hui, l'ont conduit à l'impasse. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui a fait la force de l'Occident, c'est la liberté individuelle, l'initiative individuelle, l'autonomisation progressive de l'individu. Et c'est ça qui a permis à l'Occident d'être aussi entreprenant et de remporter autant de succès. Mais finalement, l'énergie s'est épuisée, le carburant moral, spirituel a été consumé, et l'autonomisation de l'individu, la liberté individuelle, qui étaient les causes du succès, finalement elle est très loin, à tel point qu'on se retrouve maintenant dans des sociétés occidentales archipélisées, hyper individualistes, où l'individu n'a
plus rien à quoi se rattacher. Et donc, finalement, d'une liberté individuelle qui était source de succès et d'esprit d'entreprise, d'initiative, on est passé à un individualisme anarchique et anarchique qui laisse l'individu occidental perplexe. You have some big topics in your book. You are talking about, from a critical perspective, about colonialism, about racism, about wake politics, about political correctness. But there is a lot of hypocrisy when talking about all this free for, isn't it? Yes. Oui, tout à fait. Il y a, moi, ce que j'ai voulu expliquer dans mon livre et qui là encore concerne beaucoup plus les pays d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord, c'est que, en effet, il y a énormément d'hypocrisie. En français, on dirait de tartufferie, en référence à ce personnage des pièces de théâtre de Molière, qui est Tartuffe et qui incarne l'hypocrisie. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2020, par exemple, de la mort de George Floyd aux États-Unis et du mouvement Black Lives Matter. Alors, tout à fait compréhensible en lui-même, je veux dire une émotion légitime et compréhensible, mais les mêmes qui dénonçaient un prétendu racisme systémique oubliaient qu'aux États-Unis, 93% des Noirs qui sont victimes d'homicides sont tués par d'autres Noirs. Et évidemment, la question, en ce qui concerne les populations afro-américaines, la question des violences intrafamiliales ou des meurtres, des règlements de compte liés aux pratiques de drogue, tuent infiniment plus de Noirs que la police américaine, pourtant déjà assez violente selon les standards occidentaux, mais l'essentiel des morts afro-américains qui meurent de morts violentes ne vient nullement de là. Autre exemple que je donne dans le livre, c'est que, alors ça c'est une problématique que la Roumanie ne connaît pas, mais il y a beaucoup en France de repentance, et aux États-Unis aussi d'ailleurs, sur la question de l'esclavage, de personnes noires achetées en Afrique et qui ont été exploitées comme esclaves dans les françaises à la Guadeloupe et en Martinique. Nous avons beaucoup de repentance autour de cela dans le discours public, mais c'est oublié qu'aujourd'hui, par exemple, alors que l'esclavage a été aboli définitivement en France en 1848, donc il y a plus d'un siècle et demi, aujourd'hui, il reste plus de 50 millions d'esclaves dans le monde. Aujourd'hui, en 2025, principalement dans les pays africains et asiatiques. Et cela, alors que ces esclaves sont bien réels, bien actuels et bien présents, ils sont très peu présents dans le débat public. Ils sont beaucoup moins médiatisés, ces esclaves d'aujourd'hui, de 2025, que les esclaves d'il y a 2 siècles dans les Antilles françaises. Donc, en effet, je suis toujours un peu surpris par ce décalage. Mm-hmm. What do you think this free denouncing colonialism and racism, pro-woke, pro-PC, pro-politically correctness, this free have anything good? Can we say that they are good ideas in themselves, but poorly or very poorly implemented, or they are simple problems, simple scams, sorry? Alors, moi, je pense qu'il peut... le but de mon livre n'a pas été du tout de s'inscrire dans une vision sectaire ou idéologique. Donc, je pense qu'il peut toujours y avoir de bonnes idées dans tous les mouvements politiques. Moi, par exemple, dans l'analyse que je fais du wokisme aux États-Unis, je retrouve beaucoup d'idées qui, à la base, sont des idées chrétiennes et liées au christianisme de manière générale, dans son message égalitaire, dans son message universaliste.
Et dans son message de lutte contre les injustices, je retrouve bien là la matrice chrétienne et qui est tout à fait respectable, et plus encore dans le cas américain, la matrice protestante, la matrice du protestantisme puritain américain, très préoccupé par le mal, par le péché, par la faute. Donc, je retrouve tout cela dans le wokisme, mais pour reprendre le mot très connu de l'essayiste anglais Chesterton, Chesterton disait que le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles. Eh bien, c'est cela que je retrouve dans le wokisme, où en effet, nous avons des idées chrétiennes devenues folles. Et également, le même Chesterton disait également, quand on arrête de croire en Dieu, ce n'est pas pour croire en rien, c'est pour croire en n'importe quoi. Et donc, je retrouve également la pertinence de cette situation dans le wokisme. Et je trouve que des mouvements comme le wokisme ont pu parfois poser de bonnes questions, mais y apporter des réponses complètement délirantes. C'est-à-dire que, je prends un exemple, en Californie, on s'est rendu compte que statistiquement, les enfants afro-américains réussissaient moins bien en mathématiques que les enfants blancs ou asiatiques. Et le wokisme a eu le mérite de souligner cette réalité statistique et de parler du problème. C'est-à-dire que le wokisme nous a permis de sortir, a eu le mérite de sortir d'une forme d'universalisme abstrait qui ignorait toutes les réalités sociologiques concrètes. Mais le problème, c'est que après avoir soulevé ces questions, le wokisme a apporté des explications et des réponses complètement, selon moi, délirantes. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, dans certaines écoles de Californie, on a réduit la place des mathématiques et le niveau d'exigence pour tous les élèves, sous prétexte qu'en fait, ce seraient les mathématiques qui seraient intrinsèquement racistes. Et là, on passe du constat pertinent et intéressant au délire, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. C'est-à-dire que très concrètement, baisser le niveau en mathématiques, cela ne va absolument pas aider les enfants noirs, ça va au contraire les enfants afro-américains, ça va au contraire les enfermer dans leurs difficultés, ça va faire baisser le niveau global. Vous savez que déjà les États-Unis de manière générale souffrent d'une pénurie d'ingénieurs, sont forcés d'importer des ingénieurs du monde entier, y compris de Roumanie, parce qu'ils n'arrivent plus à en former suffisamment chez eux. Et surtout, vous allez provoquer des sentiments de colère et de frustration assez compréhensibles chez les parents blancs ou asiatiques. Et ça peut se matérialiser par exemple, un retour du bâton avec un vote trumpiste. Donc, on voit que cette vision délirante n'a absolument pas amélioré concrètement la situation des enfants afro-américains. Donc, le wokisme a pu soulever de vraies questions, mais pour après y apporter des analyses, des explications et des solutions qui me paraissent relever pour le coup d'un véritable déboussolement. On the one hand, in what way are all these three, anti-colonialism, anti-racism, wokism, in what way are they like a fuel for the left, like a food, like an ideological food, on the one hand. On the other hand, in fact, does leftism, even leftism of culture, leave the West without a compass, without Bussola? Oui, alors, donc en effet, je vous remercie pour cette question. Ce qui m'a intéressé, c'est que la gauche française a été, et d'autres pays européens, a été très marquée par le marxisme
et par le logiciel marxiste. Et le marxisme s'est effondré sur lui-même, vous le savez, avec la chute de l'URSS en 1991, et a vraiment laissé la gauche sans repère et sans cadre idéologique. En parallèle, elle a vu une bonne partie de ses électeurs qui étaient des ouvriers s'éloigner d'elle. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, on a vu le monde ouvrier qui constituait un bastion important de l'électorat communiste ou socialiste. Aujourd'hui, en France, le monde ouvrier vote massivement pour la droite populiste, donc pareil, en fait, pour Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national. Donc la gauche s'est retrouvée orpheline, et elle a trouvé une idéologie en abandonnant en bonne partie les questions sociales et les questions socio-économiques pour passer aux questions sociétales. Et de même, elle a abandonné l'ouvrier pour les remplacer par d'autres figures, la figure du discriminé qui subirait des discriminations en raison de ses origines ethniques ou de son orientation sexuelle. Et donc, la figure de l'immigré et du discriminé, du minoritaire, ont remplacé la figure de l'ouvrier et servent en effet de nouveaux carburants à toute une partie de la gauche qui essaye, dans les pays occidentaux, de réaliser une coalition assez hétéroclite entre, par exemple, les minorités sexuelles et les personnes issues de l'immigration extra-européenne, et également une partie de la bourgeoisie intellectuelle des grandes métropoles. Et donc, c'est un scénario qu'on voit très bien aller en France. On retrouve aussi aux États-Unis dans la stratégie du Parti démocrate. Et en effet, ce sont les nouvelles thématiques qui deviennent centrales pour cette gauche orpheline de son ancien logiciel marxiste, orpheline de son électorat ouvrier, et également qui, de toute façon, avec la mondialisation, a le sentiment qu'elle n'a plus de prise sur les questions économiques ou sociales et économiques, et qui va donc se concentrer sur les débats de société. Do you think that the right has solutions, smart casual solutions, to respond to these so problematic ideas and practices, or also here into the right part is a field of crisis, face to reality? Alors, je vais faire une réponse qui ne concerne absolument pas le contexte roumain ou le contexte des pays d'Europe centrale et orientale, mais en ce qui concerne le monde occidental, je n'ai pas voulu écrire un livre partisan ou idéologique, et d'autant plus que, en effet, pour répondre clairement à votre question, je pense que la droite n'a absolument pas, par exemple la droite française, n'a absolument pas les clés pour répondre aux problèmes. Voilà. Je pense que en France, il faudrait à droite, mais aussi ailleurs, mais puisque vous me parlez de la droite, il faudrait un énorme effort de réarmement intellectuel que la droite a fait le choix de la facilité. On va après un exemple. Mais la droite a fait le choix de la facilité, qu'elle n'a absolument pas les armes de compréhension sur le plan intellectuel pour poser une analyse et un diagnostic correct, et qu'elle apporte donc par conséquent des solutions très insuffisantes.
Je vais donner un exemple. C'est que, par exemple, en France, une partie de la droite s'est spécialisée dans le fait de s'en prendre aux personnes musulmanes. Alors, d'un certain côté, en effet, il est vrai que l'islam et l'islamisme, tout particulièrement, pose un certain nombre de problèmes en France, mais s'en prendre systématiquement à ce qu'on appellerait en France l'arabe de service, c'est-à-dire à la victime toute désignée, c'est un moyen finalement de passer sous silence nos propres défaillances et nos propres renoncements. Vous savez que, par exemple, Emmanuel Macron avait fait un discours en 2016 dans lequel il déclarait publiquement qu'il n'existe pas de culture française. Voilà. Moi, il me semble que de toute évidence, il existe une culture française. Il me semble qu'elle est appréciée et reconnue dans le monde entier. Oui, je vois même comment on peut dire à des immigrés de s'assimiler si justement on leur dit dès le départ qu'il n'existe pas de culture française. Parce que s'assimiler, oui, mais à quoi? Si dès le départ, vous leur dites que la culture française n'existe pas, eh bien, ils ne risquent pas de s'y assimiler. Et donc, la personne qui a déclaré ça, il n'existe pas de culture française, ce n'est pas un immigré, ce n'est pas un arabe, ce n'est pas un musulman, c'est Emmanuel Macron. De même, quand je vois l'effondrement de la culture historique chez les élèves au collège ou au lycée, ce n'est pas seulement chez les élèves issus de l'immigration, c'est chez tous les élèves, y compris chez ceux qui sont français de souche, et que je sache, ce ne sont pas des musulmans qui ont fait les programmes défaillants qui aboutissent à cet effondrement de la culture historique chez des jeunes Français qui connaissent mal qui ne connaissent même pas du tout leur propre histoire et l'histoire de leur propre pays. Voilà. Donc, il faut s'interroger d'abord et avant tout sur notre propre part de responsabilité et nos propres défaillances. Et ça, je crois que par exemple, la droite française ne le fait absolument pas et qu'elle propose des solutions périmées. Let's return to anti-colonialism, anti-racism and wokism, and let me rephrase. Are all these ideas of democracy, for democracy, do they make democracy stronger or weaker? Alors, pour moi, justement, les idées que vous venez d'évoquer rendent justement la démocratie plus faible et affaiblissent les démocraties occidentales. Puisque, en effet, de fait, les pays occidentaux, du fait de l'immigration de masse, sont dès aujourd'hui devenus des sociétés multiethniques et multiculturelles. Et si vous ramenez justement le débat dans les questions de repentance, dans les questions d'antiracisme, dans les questions justement de l'évocation permanente du souvenir de la colonisation, eh bien, vous créez des communautés séparées qui n'ont plus rien à se dire et qui n'ont plus de projet politique commun et où chacun va voter en fonction de son appartenance ethnique ou communautaire, parce que ces questions sont constamment rallumées, jettent en permanence de l'huile sur le feu, et on se dirige vers un scénario qui a par exemple été celui du Liban, qui est fragmenté entre une multitude de communautés,
où chacun vote pour le parti de sa communauté, il n'y a plus de projet national et c'est vers une forme d'évolution à la libanaise que nous pouvons nous diriger avec ce type de discours. Donc, je pense que ces discours rendent clairement les démocraties plus faibles et plus fragiles, les divisant en un archipel de communautés, faisant du clientélisme auprès de chaque communauté et ruinant l'idée d'un projet national commun. What is actually very serious, very problematic with wokism, with woke religion, like Mr. Braunstein wrote in one book? Oui, alors, en effet, je suis très heureux de voir que vous citez les travaux de Jean-François Braunstein, que je connais bien. Alors, justement, les problèmes posés par le wokisme sont très nombreux, mais je vais citer les aspects qui me paraissent les plus problématiques. Déjà, c'est que le wokisme est né dans les universités. Vous savez que George Orwell disait que les intellectuels ont une tendance au totalitarisme plus prononcée que les gens ordinaires. Et vous voyez que les grands projets totalitaires, comme le nazisme ou le communisme, ont été portés par des intellectuels. Vous savez, à la conférence de Wannsee, où les dirigeants nazis décident de la Shoah, une bonne partie des participants sont titulaires d'un doctorat. Eh bien, donc on voit que les intellectuels, en effet, comme le disait George Orwell, ont une tendance au totalitarisme qui est plus poussée que chez les gens ordinaires. Et donc, aujourd'hui, après la faillite du projet communiste, la tendance, le désir d'absolu des intellectuels s'est reporté en partie sur l'idéologie woke. Et qui montre complètement les universités dans tous les départements de l'ENT, de sciences humaines et de sciences sociales, et qui tente même, on parlait tout à l'heure des mathématiques, qui tente même de s'introduire dans le domaine des sciences dures. Or, l'université a été un lieu fondamental dans l'histoire de l'Occident et du développement de la pensée occidentale. Donc le fait, on le voit très bien par exemple aux États-Unis, le fait de faire régner une forme de terreur morale dans les universités et de brider la liberté de recherche, de pensée qui a été au cœur de l'Occident, ça par exemple, je pense que c'est l'un des dangers du wokisme. Mais autre danger du wokisme, c'est également le discrédit que cela fait peser sur l'Occident à l'étranger dans le monde non occidental. Vous voyez aujourd'hui que beaucoup de pays non occidentaux, alors par exemple en Europe centrale et orientale, mais aussi en Asie, en Afrique, dans le monde arabo-musulman, considèrent que le wokisme est finalement une nouvelle forme de colonialisme et d'impérialisme occidental, que leurs valeurs traditionnelles, les évidences sur lesquelles repose leur société, sont menacées par l'ingérence woke, et quand et donc ça va nourrir un sentiment anti-occidental très puissant dans ces pays. Vous voyez par exemple que la Russie joue beaucoup là-dessus dans sa politique en présentant l'Occident comme malade et comme décadent, et donc qu'elle forme finalement la Russie, après avoir été à la tête au XXe siècle d'une internationale communiste, se met à la tête d'une forme d'internationale conservatrice contre justement
la menace woke et que on le voit, beaucoup de pays africains sont sensibles à ce discours. Et quand ils voient certains discours extrémistes, par exemple quand on voit des hommes biologiques qui d'ailleurs ont l'air tout à fait masculins et qui, sous prétexte qu'ils se prétendent femmes, peuvent participer et remporter d'ailleurs des compétitions sportives féminines, où eh bien, tout cela choque profondément dans un certain nombre de pays non occidentaux et justement contribue à l'affaiblissement du soft power occidental sans même que l'Occident s'en rende vraiment compte. There is real racism, but there is also a lot of racism by designation, a lot of imaginary racism, as Mr. Pascal Bruckner wrote and said, isn't it? Oui, je pense aussi que comme en effet on parle beaucoup de racisme et que ces problématiques ont une tendance même à devenir obsessionnelles dans le débat public, il y a en effet une tendance à voir du racisme partout, y compris là où il n'est pas, de manière imaginaire. Je raconte dans le livre, je raconte plusieurs anecdotes. J'ai essayé de commencer chaque chapitre par une anecdote réelle dont j'ai pu, par exemple, être le témoin. Et je rapporte deux anecdotes. La première, celle qui ouvre le livre, où, en effet, dans un train, une contrôleuse contrôle des billets. Un voyageur, visiblement d'origine maghrébine, n'a pas son billet. Où il commence à se montrer agressif et menaçant. Et à un moment, voyant que ces menaces ne prennent pas, il accuse la contrôleuse de racisme, alors qu'à aucun moment elle n'a mentionné ses origines, qu'elle s'est toujours montrée très respectueuse et qu'à aucun moment elle n'a tenu de propos ou commis d'actes racistes. Et donc ça me paraît assez représentatif de quelque chose qui est entretenu par le discours ambiant et par une atmosphère qui dresse les individus les uns contre les autres et nourrit le ressentiment et la paranoïa. Et la deuxième, autre anecdote que je raconte, c'est cette fois dans une université aux États-Unis où qui fait des vidéos pour YouTube fait un test. Il s'habille donc c'est un blanc qui s'habille en tenue mexicaine traditionnelle avec un chapeau de type sombrero, un poncho, des maracas, et il va sur le campus d'une université états-unienne où là, les étudiants, qui d'ailleurs sont tous des blancs, qui ne sont absolument pas latinos, le traite de raciste, l'accusent d'appropriation culturelle, lui disent qu'il s'enferme dans des clichés, des stéréotypes racistes. Et donc les étudiants qui lui disent ça ne sont absolument pas latinos. Il prend sa voiture, il franchit la frontière mexicaine, et là il va dans une ville au Mexique et demande aux passants mexicains dans la rue ce qu'ils pensent de sa tenue. Et là, les gens apprécient beaucoup sa tenue en lui disant « Ah, c'est très bien, ça rend hommage à notre culture ». Et on voit que les vrais Mexicains, eux, n'étaient pas du tout dans la critique, dans l'accusation de racisme. Au contraire, ils trouvaient cette tenue très bien et rendant hommage à leur culture. Et donc là, on voit en effet des exemples de ce que vous appelez le racisme imaginaire, en sachant que bien sûr, comme vous l'avez dit, il existe aussi du racisme réel qu'il faut dénoncer et combattre, mais il existe également beaucoup de paranoïa et de sentiments victimaires qui reposent en grande partie sur de l'imagination, mais nourris par le contexte, par le discours médiatico-politique.
how has the class struggle disappeared and how has replaced with the race struggle? Alors, en effet, c'est une bonne question. Comme nous l'avons dit, la gauche a abandonné la thématique de la lutte des classes et on voit progressivement émerger une thématique de la lutte des races. Alors, je permets un retour historique. C'est une forme de retour aux sources, puisqu'en fait, Karl Marx, qui était un grand lecteur, avait été très influencé par les historiens, notamment les historiens français, qui s'intéressaient à la question de la lutte des races. Par exemple, Karl Marx avait été très influencé par un historien romantique français au début du 19e siècle, qui s'appelle Augustin Thierry. Et Augustin Thierry, justement, réfléchissait à l'histoire de France et il montrait que selon lui, l'histoire de France était structurée par une lutte des races entre les envahisseurs francs germaniques et qui donnent leur nom à la France et les populations gauloises ou gallo-romaines qui avaient été soumises par les envahisseurs francs. Et c'était l'une des grandes thèses d'Augustin Thierry et qui voyait dans la noblesse française l'héritière des envahisseurs francs et dans le tiers-état, donc la masse du peuple, l'héritier des Gaulois conquis. Et donc c'est cette ligne. Karl Marx l'a reprise, mais il en a enlevé la dimension raciale pour en garder uniquement la dimension sociale et pour en faire une lutte des classes entre prolétaires et bourgeois. Ce logiciel, cette matrice, a dominé à gauche pendant un siècle et demi. Mais finalement, a été abandonné pour effectuer une sorte de révolution au sens astronomique du terme, c'est-à-dire un retour au point de départ, après un mouvement à 360 degrés, où on en revient finalement, cette fois avec l'immigration, à la vieille lutte des races de départ. Alors, je pense que cela s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, un affaiblissement structurel du monde ouvrier en Occident, à part en Allemagne, l'Allemagne restant un géant industriel, mais la France est un pays, il faut le savoir, massivement désindustrialisé, beaucoup fermé, avec un déficit commercial très important. Nous importons beaucoup plus que ce que nous exportons, et une bonne partie donc les syndicats également sont très affaiblis, et une bonne partie de nos usines sont parties à l'étranger, notamment en Chine, mais aussi au Vietnam, ou même en Roumanie, avec la fameuse voiture Dacia. Et donc cet affaiblissement structurel du monde ouvrier a rendu justement la lutte des classes moins porteuse. C'est-à-dire que déjà, d'une part, au cours de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire de 1945 à 1975, le monde ouvrier s'est embourgeoisé, il a quitté la situation de misère dans laquelle l'avait connu Marx, et il a rejoint les rangs de la classe moyenne, et donc devenait moins sensible à une vision misérabiliste. Et ensuite, après 1975, il se trouve que, par ailleurs, comme je l'ai dit, il s'est affaibli à cause de la désindustrialisation, des fermetures d'usines. Donc finalement, dans un monde où le monde ouvrier et l'industrie sont perdus de leur importance, la lutte des classes est beaucoup moins porteuse. Et d'autre part, il faut savoir que en France, les thématiques, en France, il y a eu, et dans d'autres pays occidentaux, un événement très important qui est 1068, la révolte étudiante de mai 1968, et qui est avant tout une révolte d'étudiants petits bourgeois.
qui commence d'ailleurs au moment où elle commence. Le général de Gaulle est en voyage en Roumanie quand commence la révolte des étudiants qui sont issus de la petite bourgeoisie et qui adhèrent à des idéologies d'extrême gauche révolutionnaires, maoïstes ou trotskistes. Et ce monde étudiant petit bourgeois qui fantasme complètement la classe ouvrière a été très déçu. Ça a même constitué un effondrement du sens pour eux, a été très déçu de voir que finalement la classe ouvrière ne l'a pas suivi dans son utopie révolutionnaire. Et à partir de là, il y a vraiment une déception et un divorce entre la petite bourgeoisie intellectuelle et le monde ouvrier qui n'a pas suivi la petite bourgeoisie dans ses utopies révolutionnaires. Et donc, à partir de là, ces anciens jeunes révolutionnaires, quand ils ont commencé à occuper des postes importants dans le monde médiatique, politique, économique, intellectuel dans les années 70-80, ils avaient abandonné leur projet révolutionnaire, mais ils avaient gardé au plus profond d'eux-mêmes cette rancœur et cette déception vis-à-vis du monde ouvrier. Et là, ils ont cherché une figure de substitution, un prolétaire de remplacement qu'ils vont trouver dans les marges, dans les minorités ethniques ou sexuelles et chez les immigrés. C'est là où ils ont trouvé un prolétaire de remplacement pour se substituer à l'ouvrier blanc présenté, qui devenait du coup porteur de toutes les tares, c'est-à-dire qu'on s'est mis à présenter l'ouvrier blanc comme traditionnel, comme boss, inculte, égoïste, raciste. Et donc, on y a cherché des figures de substitution, notamment dans les publics issus de l'immigration. What do you think is the West in a serious crisis, in a radical crisis, a turning point crisis? Or is it a crisis of growth, a stage crisis? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pas la réponse, mais et seul l'avenir pourra nous le dire. Mais à mon avis, pour reprendre l'alternative que vous dessinez, nous sommes beaucoup plus dans une crise structurelle, profonde, potentiellement mortelle, que dans une crise ponctuelle de croissance. Je pense que nous traversons une véritable, en tout cas à l'Ouest, une véritable crise de civilisation. Dont il ne sera pas facile de sortir et qui est d'une très grande gravité. Donc, pour moi, c'est plutôt le sentiment que j'ai, et j'ai le sentiment que nous sommes dans une crise qui est finalement l'inverse de celle que les pays occidentaux ont connue dans les années 30. Dans les années 30, nous avions connu une crise, déjà une première crise, et c'était une crise justement où nous avions un trop-plein d'énergie qui s'est malheureusement déversé dans une guerre qui a fait des dizaines de millions de morts, alors qu'aujourd'hui, ce dont souffre l'Occident, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas un trop-plein d'énergie, c'est un manque d'énergie. C'est un sentiment d'épuisement, de fatigue. L'Occident est fatigué. Donc, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que dans les années 30, nous avions trop d'énergie et sous la forme d'une crise névrotique lourde, alors qu'aujourd'hui, nous n'en avons plus assez et nous avons plutôt le sentiment d'une forme de décression généralisée. De même, dans les années 30, nous avions une crise qui était justement une crise des masses dans laquelle l'individu cherchait à se noyer dans
le droit. Au contraire, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une crise de l'hyper-individualisme contemporain, de l'homme occidental contemporain. Et donc, je pense que nous avons une crise aussi grave que celle des années 30, mais qui prend des formes différentes, voire inverses. Are we in the middle of a culture war? And if the answer is yes, are we well equipped to deal with this culture war? Alors, moi, je pense que, en effet, en Occident, nous sommes en effet dans une guerre culturelle qui est d'ailleurs multiforme et qui revêt de nombreux aspects. Et pour répondre pleinement à votre question et reprendre le terme que vous avez employé, je ne pense pas du tout que les Occidentaux soient prêts et soient équipés. C'est-à-dire que la solution passe d'abord et avant tout par un redressement culturel, intellectuel et moral, mais je pense que l'Occident n'est pas du tout prêt pour faire face justement à cette guerre culturelle qu'il traverse et qu'il vit. Is United States of America a big problem for Europe, or it's a part of solution, or it's a part of problem? Alors, ça c'est une question que j'ai peu abordée dans mon livre, mais qui prend en effet toute sa résonance avec l'élection de Donald Trump. Il se trouve que moi, à titre personnel, je pense que les États-Unis ont plutôt été une source de problèmes pour les Européens et pour la France, et ce, même avant l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez que on avait appris il y a quelques années que les principaux dirigeants européens, y compris Nicolas Sarkozy, président français, ou Angela Merkel, la chancelière allemande, étaient écoutés par les services de renseignement américains. Et ça ne date pas de Donald Trump, c'était déjà mis en place sous Barack Obama, qui était un président démocrate, et ce, bien avant lui. Et donc, à titre personnel, la politique à laquelle je serais favorable pour la France, c'est justement une politique d'inspiration gaulliste qui cherche à défendre les intérêts nationaux français, à parler avec tout le monde et à ne pas s'aligner sur les États-Unis. Et je pense en effet que les États-Unis sont, comme pour répondre à votre question, en effet une partie du problème occidental. D'ailleurs, vous voyez que le wokisme est parti des États-Unis et que un certain nombre d'universitaires de gauche européens qui, en théorie, étaient censés être anti-américains et anti-impérialistes, se sont en fait complètement alignés sur l'idéologie woke qui est d'importation américaine. Donc, je pense que les États-Unis en effet, traversent eux-mêmes une crise interne, une crise de civilisation grave. Vous savez que, par exemple, dans les rues de San Francisco, vous enjambez les corps de toxicomanes complètement drogués et que vous avez d'énormes problèmes de consommation de drogue aux États-Unis. Vous avez les fusillades dans les écoles. Dans les années 50-60, les fusillades dans les écoles n'arrivaient jamais aux États-Unis. Mais désormais, depuis plus de 20 ans, il ne se passe pas un mois aux États-Unis sans qu'il y ait au moins une fusillade de masse
dans une école, ce qui révèle bien une crise de société profonde dans la société américaine. In the middle of this radical crisis, are new technologies and artificial intelligence helping the situation or further complicating the situation? Alors, là aussi, il est difficile de répondre. C'est-à-dire que je pense que tout est dans l'usage qu'on en fait. Ma réponse, en fait, ce sera les deux aspects, que par certains aspects, cela va nous aider et que par d'autres aspects, cela risque au contraire de compliquer les choses. Alors, sur les aspects positifs, vous voyez que nous avons une diffusion de l'information et un échange d'idées beaucoup plus facile grâce à la technologie et aux évolutions technologiques. Par exemple, nous ne pourrions pas aussi facilement être en train de parler, malgré les quelques milliers de kilomètres qui nous séparent, ce matin, s'il n'y avait pas la technologie. Et que, en effet, de ce point de vue-là, les progrès technologiques, y compris l'intelligence artificielle, peuvent contribuer à trouver des solutions. Mais il faut également voir les dangers, c'est-à-dire que, par exemple, notamment la question des algorithmes et de comment sont programmés les algorithmes. Vous savez que sur les réseaux sociaux, par exemple, les algorithmes repèrent les contenus qui sont visionnés par l'utilisateur pour après ne plus sélectionner et ne plus proposer que des contenus du même type sur les mêmes thèmes en rapport avec le même genre d'idées. Et donc, si par exemple, mettons, vous êtes un jeune Français musulman et que vous pouvez être séduit par des idées islamistes radicales, si vous avez commencé à regarder une ou deux vidéos de ce type, l'algorithme va vous proposer massivement des vidéos du même genre. Ou si vous êtes adepte d'idées un peu saugrenues d'ultra-droite radicale, et bien de même, l'algorithme va vous enfermer dans une bulle cognitive et vous allez avoir l'impression qu'une idéologie en fait très minoritaire va pour vous devenir quelque chose de central et vous enfermer dans cette bulle où vous ne voyez plus les autres façons de penser. Et cela, à mon avis, c'est un vrai danger, notamment ce danger de la bulle cognitive, et sans parler aussi du risque, des risques intellectuels sur le développement intellectuel et cognitif des enfants, de la place des écrans. Vous savez que, par exemple, une bonne partie des cadres et des ingénieurs de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles privées sans écran. Les écrans sont interdits et bannis. Je trouve que ce fait est assez révélateur. And the last question is this one: what, in fact, is to be done for, and the formula is yours, moral and intellectual recovery, to recover the compass, the bussola? Alors, justement, ce redressement intellectuel et moral que j'appelle de mes voeux, la formule à l'origine n'est pas de moi, elle est d'un grand intellectuel français du 19e siècle qui s'appelle Ernest Renan. Et Ernest Renan a été, en 1871, il a été très impressionné, très marqué, traumatisé par la défaite française, par l'effondrement français face à la Prusse de Bismarck, et qui va conduire à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle en 1861. Et Ernest Renan publie un livre sur le redressement intellectuel et moral, et dans lequel, d'ailleurs, il ne dit pas un mot contre les Prussiens. Il n'a pas un seul propos d'hostilité à l'encontre des Prussiens, mais il cherche à voir chez les Français les causes de la défaite française.
faire son examen de conscience. Eh bien, je pense que devons faire la même chose. Au lieu de trouver des boucs émissaires, nous devons nous demander nous-mêmes ce qui ne va pas chez nous et comment nous en sommes arrivés là. Donc déjà, se poser la question sur là je parle pour les Occidentaux, ce qui ne va pas chez nous d'abord, avant de trouver les boucs émissaires chez les immigrés, par exemple. Je pense que c'est la première condition du redressement intellectuel et moral, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que l'Occident, mais ça sera très difficile pour lui, peut-être même est-ce impossible, que l'Occident doit accepter enfin de se considérer comme une civilisation qui n'est, sur le plan moral, ni meilleure ni pire que les autres. Au XIXe siècle, nous avions tendance à penser, nous les Occidentaux, que nous étions les meilleurs, que nous étions supérieurs aux autres. Et par exemple, Jules Ferry, grand homme politique français de la fin du XIXe siècle, Jules Ferry défendait la colonisation et, je cite, disait qu'il fallait apporter la civilisation, je cite, aux races inférieures, de hubris, de complexe de supériorité de l'Occident. Aujourd'hui, maintenant que nous sommes fatigués et déclinés, ce complexe s'est retourné et est devenu un complexe d'infériorité où nous cherchons toujours à être dans la repentance et à nous flageller en nous accusant de tout les maux du monde. Mais en faisant ça, nous cherchons à rester au centre de l'attention et à rester l'acteur principal. Et je pense que l'Occident doit, sans rien enlever à ses mérites, accepter l'idée que le bien et le mal existent partout et que les horreurs que lui-même a pu commettre, il n'est certainement pas supérieur moralement aux autres civilisations, et les horreurs qui ont été commises dans d'autres civilisations également, il n'y est pas inférieur non plus. Et donc, réussir à admettre que nous sommes ni pires ni meilleurs que les autres est, à mon avis, une condition du redressement intellectuel et moral, mais qui sera très difficile à obtenir parce que l'Occident, ça c'est une constante historique jusqu'à aujourd'hui, aime se sentir différent et aime se singulariser. Et donc il a voulu se singulariser avant en affirmant qu'il était le meilleur, et aujourd'hui, toujours de la même façon, il veut se singulariser, cette fois en affirmant qu'il est le grand coupable de tous les maux du monde, et finalement renoncer à cette volonté d'apparaître comme un acteur à part serait, à mon avis, l'une des conditions de ce redressement. Et également, et enfin dernier point, parler de la culture historique, chercher dans la jeunesse, et la question de l'éducation et de la transmission à développer une meilleure culture générale, littéraire, historique et géographique dans la jeunesse et tout particulièrement chez les jeunes Français où la crise du système éducatif c'est probablement la France où la crise du système éducatif est la plus grave. Jean-Luc Bonamy, thank you for this book and thank you for our conversation in which we navigate some topics from this book. It was a big pleasure for me and a great privilege. Thank you very much. Merci à vous. Thank you.